pas plus tard qu'il y a quelques heures, là, j'étais avec Will, qui est notre assistant chef de pratique sur le SEO. On gérait une problématique liée au SEO international. ChatGPT me donne un bout de code, j'avais tout bien ordonnancé dans ma demande, etc. Puis là, je le mets dans le CMS de notre client, puis il n'y a rien qui se passe. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis là, je discute un peu avec ChatGPT, il me fait essayer d'autres trucs, ça marche pas. Puis là, je me dis, oh, ok, notre client, il utilise Weglot. C'est un plugin de traduction. Ouais, de Shopify. Est-ce que j'ai spécifié, de Shopify. Est-ce que j'ai spécifié à ChatGPT qu'on utilisait ce plugin-là? Non. Ok, je lui ai précisé ça. Puis là, tout de suite, il m'a répondu, ah, mais ça change tout. Weglot ne fait pas appel aux mêmes variables que le Shopify standard, blablabla. C'est qui a fait. Puis là, il m'a sorti une version mise à jour du code, je l'ai mis, et là, ça a marché du premier coup. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode d'Entre deux pubs, présenté par l'agence de marketing web RabLab. Aujourd'hui, on a un sujet qui est, je crois, sur à peu près la moitié des podcasts en Amérique du Nord. Ça s'appelle ChatGPT. Sauf qu'aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau pour vous. On va essayer de vous présenter toutes les dernières avancées qu'on a eues de ChatGPT puis l'arrivée de Bard. Bard, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouvel outil conversationnel intelligent créé par Google, qui est un peu une solution, on va dire, poussée en urgence de dernière minute de Google, qui a commencé à faire son apparition dans les dernières semaines et qui n'est pas encore disponible au Canada, sauf que pour tous ceux qui ont un VPN, on était capable de l'utiliser. Donc aujourd'hui, on a un très gros agenda pour vous. On va faire une rétrospective sur, depuis l'arrivée de ChatGPT, qu'est-ce qui s'est passé. On va parler aussi des derniers avancements. On va vous parler également d'utilisation qu'on a faite avec la plateforme. Comment que vous êtes capable d'utiliser ça dans votre entreprise, à quel point c'est bon, les dangers que ça peut contenir. On va vraiment passer à travers tout ça. Puis sinon, pour terminer, on va vous faire aussi des petites mises à jour par rapport aux différentes lois qui sont en train de passer dans des différents pays, des cas typiques. On va parler aussi de Bard et on va regarder aussi à l'interne chez RabLab comment on l'utilise dans notre day-to-day, comment est-ce que ça nous aide comme entreprise à être meilleur. Donc, c'est un peu ça le sujet aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui avec Julien qui n'en est pas à son premier épisode de podcast. Mon collègue depuis plusieurs années, Julien Capuano. Bienvenue. Très content d'être avec toi aujourd'hui, Jean-Philippe, pour parler donc de ChatGPT. C'est vrai que j'en suis pas à mon premier podcast chez RabLab, mais c'est peut-être le premier que je fais où on va avoir une vue de la belle salle RabLab, une vidéo et tout là. Donc je suis vraiment très content d'être là. Puis peut-être que je peux parler un peu de mon rôle chez RabLab là. Donc, ça fait 4 ans et demi que je suis là déjà. J'ai commencé donc avec le SEO, c'était mes premiers amours. Puis aujourd'hui, donc je suis chef de pratique SEO, mais je m'occupe également du pôle data parce qu'on est en train de faire une transition vers GeForce. Ça aussi, c'est un sujet qui est à la mode. Et puis justement, il y a des belles corrélations aussi entre ce qu'on fait en data puis ChatGPT. Donc c'est quelque chose dont on va pouvoir parler aujourd'hui également. Et puis peut-être qu'on peut commencer ce beau podcast en se faisant un peu une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de ChatGPT. Donc on va pas rentrer dans les détails là parce qu'on considère quand même que le monde maintenant, on s'adresse à un public qui connaît déjà le tool. Ouais. En passant, si vous connaissez pas ChatGPT, fait tout de suite, là, ça fait quoi, 1 minute, 2 minutes qu'on a commencé, fait tout de suite fermer l'épisode, là, ça servira à rien parce que, sincèrement, on veut aller in deep avec des gens qui l'ont déjà utilisé puis qui savent quand même qui ont déjà une bonne base avec l'utilisation de l'outil, là. C'est ça. Donc un public averti. Ouais. Puis donc dans le fond, ChatGPT est arrivé à peu près en novembre 2022, si j'ai bonne mémoire, JP. Au début, on était donc sur une version de base qui était même pas forcément numérotée, si je me souviens bien, mais qui est aujourd'hui donc la version 3.5. Puis c'était une version vraiment un peu, si je puis dire, bêta, qui répondait assez vite aux questions qu'on pouvait poser, mais qui était quand même déjà vraiment avancée par rapport à tout ce qu'on connaissait de l'intelligence artificielle avant donc cette première version de l'outil d'OpenAI. Puis quelques mois plus tard, ChatGPT 4 donc qui est arrivé puis qui aujourd'hui est ici en cohabitation avec la version 3.5. Donc lui qui est plus lent en fait, mais simplement parce que c'est une version beaucoup plus poussée avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de réflexion. Et donc les deux versions, comme je dis, cohabitent ensemble et aujourd'hui on a tendance à
utiliser la 3.5 pour des tâches de la vie courante ou des petites choses qui nécessitent pas trop de réflexion. Puis justement, je parlais de GA4 tout à l'heure, sur des problématiques de ce qu'on peut appeler des data layers ou d'événements qu'on va pousser dans GA4. Je vais pas aller plus loin, je veux pas vous casser la tête avec tout ça maintenant. Mais là, sur ce genre d'affaires, on va utiliser plutôt ChatGPT 4. Puis en passant, GA4, pour ceux qui savent pas, c'est Google Analytics 4. Présentement, on est le 8 juin 2023. 1er juillet 2023, ça fait un peu plus d'un an que Google l'a annoncé, mais c'est l'arrivée officielle, c'est la date de tombée pour l'utilisation, en fait, pour la migration, l'importation de votre UA, qui est Google Analytics 3 en réalité, là, Universal Analytics, qu'ils l'appellent, qui est la version qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, là, facile, chez Google. Les années 2000 même, je dirais. Ouais, fait que ça fait au moins facilement 10-15 ans que cette version-là existe. Puis l'importation, dans le fond, de vos données puis de votre, de votre tracking avec Google Analytics vers Google Analytics 4. Il y a cette nouvelle version-là est beaucoup plus complexe, permet beaucoup plus de choses. On peut faire du lifetime value, donc la vie utile du client. On peut tracker aussi des événements par produit. On peut faire plein de différentes choses, sauf que c'est beaucoup plus complexe à utiliser comme outil que juste UA, Google Analytics standard. Bref, c'est un outil que on utilise présentement pour tous nos clients, mais que, comme tu parlais, ChatGPT est capable de faire des avancées technologiques avec cet outil-là. On pourra en parler un petit peu plus tard tantôt. Là. Exact. Donc c'est ça, aujourd'hui, le petit conseil que je pourrais donner là à ceux qui vont nous écouter, c'est ça, c'est que vraiment de garder la version 4.0 pour des demandes plus complexes, parce que quelque chose qui va peut-être sauter dans le futur, mais qui est toujours d'usage aujourd'hui, c'est qu'on est bloqué à peu près, capé à, je crois, 25 réponses, quelque chose de comme ça là sur ChatGPT 4. Puis quand on arrive à ce cap-là, il faut attendre plusieurs heures avant de pouvoir réutiliser l'outil. Et autre petit conseil, l'outil propose à ce moment-là de passer en 3.5 et de continuer à répondre. Mais ça, je le déconseille à nos auditeurs parce que souvent, ça lui fait perdre les pédales. C'est comme, c'est comme si d'un coup, c'est un peu plate là parce que tu parlais tout à l'heure de JP de set up un podcast puis de te rendre compte à la fin du podcast qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais on est un peu sur la même affaire là parce que c'est comme si tu sais, ChatGPT, il apprend tout de ce que tu lui as déjà dit, comme tu le sais là avant dans ta conversation. Puis mettons que tu sois rendu, et puis ça m'est arrivé là, t'es rendu proche d'avoir l'heure juste par rapport à ce que tu voulais. T'arrives au moment où t'es capé, il te dit voulez-vous passer en 3.5, tu lui dis oui. Puis là c'est comme si d'un coup, mettons, c'est comme si je perdais, je sais pas moi, 50 points de quotient intellectuel d'un coup. Puis là j'arrive, puis je vais te répondre quelque chose, mais en étant un peu moins intelligent qu'avant. Ah ouais. Donc, imagine ce que ça peut donner. C'est comme si tu pars 30 minutes, tu prends 12 bières puis tu reviens. Ouais, c'est un peu ça. Et ça fait que des fois j'ai dû recommencer des conversations de zéro. Ah ouais, ok. Et puis l'affaire c'est que tu peux pas, une fois que t'as downgradé en 3.5, tu peux pas revenir en 4.0. Ok. Donc tu vois, le petit conseil c'est ça. Quand vous voyez que mettons vous allez être bloqué pendant 2 heures sur le 4.0, attendez 2 heures. Mais que vous êtes sur une conversation compliquée, justement, allez vous ouvrir une bière ou boire un café ou je sais pas, et puis revenez reprendre la conversation. Ok, intéressant. Voilà, puis pour poursuivre sur cette petite rétrospective, on est donc toujours sur ces deux versions-là, mais c'est comme si sans numéroter le versionning, enfin les mises à jour de cette version 4.0, OpenAI là, ils amènent des petits add-ons au fur et à mesure. Puis là, récemment, les choses évoluent vite. Ils ont proposé 2 petites options qu'il faut activer pour les utiliser. Donc ça encore un petit tips qu'on peut vous donner là. Il faut avoir un compte premium hein, bien sûr, puis il faut se rendre dans les settings de l'outil. Et là vous allez pouvoir activer 2 nouvelles fonctions, une intégration des plugins, puis le plus intéressant, ce qu'on appelle donc une fonction bêta, mais qui va être Browse with Bing. Et donc là, tout de suite, JP, tu vois un peu ce que ça signifie. Le monde disait, ChatGPT, c'est pas accurate parce que ça s'arrête à 2021, c'est pas connecté à Internet et tout. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, avec cette bêta feature, on peut ouvrir Internet à ChatGPT via le moteur de recherche Bing. Et donc, c'est comme si on avait plusieurs possibilités avec le même tool parce que il se comporte pas pareil dépendamment de la version que tu vas choisir. Si tu prends la version connectée à Internet, il va aller crawler bien évidemment le web puis les pages indexées dans Bing pour répondre aux questions.
Sauf que ça va être beaucoup plus long que la version classique qui est pas connectée à Internet parce que c'est de la bêta pour l'instant. Ouais, il va pas dans une base de données, là. Ouais, c'est ça. Il fetch Internet, Puis tu sais, tu le vois là, il se comporte vraiment pas pareil. Il va te dire, ok, je commence à crawler le web, j'ouvre tel site web, je l'ai cliqué sur tel lien dans mon site web. Puis, il va vraiment te montrer son parcours, là. Ouais, et puis à la fin, il va te donner même les liens vers lesquels il est passé pour que tu puisses aller vérifier toi-même les sources et où est-ce qu'il a été les chercher. Donc ça, c'est bien pour la notion de sourcing. Parce que tu sais, l'autre version de ChatGPT, là, un des reproches qui lui était adressé aussi, c'est que on n'avait pas les sources des fois. Ouais. Donc là, ça répond à cette question. Puis je dirais que cette fonction avec Bing, là, on va l'activer plus pour des sujets qui vont avoir une temporalité. Tu vois, mettons que je pose des questions en rapport avec un événement récent. Ben là, je vais activer Bing pour avoir de l'info pertinente. Ou mettons que, je sais pas, pour donner un autre exemple, je veuille des volumes de recherche sur tel mot-clé en juin 2023. Là. Ben, c'est sûr que je vais activer aussi cette feature. Par contre, si la temporalité est pas un frein, ben là, je vais plutôt choisir la version classique. Ça serait exemple du knowledge, là, tu sais, dire comment est-ce que tu peux connecter telle chose avec telle chose, ou tu sais, fais-moi un script, ou débug-moi ce fichier Excel-là, ou tu sais, des trucs qui sont techniques que ça fait longtemps que ça existe, là. Ouais, c'est ça. Ça va vraiment être plus pour des choses comme ça, là, comme tu dis. Okay. Des langages si on est sur de la programmation, des langages qui n'évoluent pas forcément à chaque jour, là, et puis que ChatGPT connaît. Ça va être bien plus efficace d'utiliser la version non connectée à Internet, puisqu'on va être sur un aspect plus logique que sur quelque chose lié à justement une temporalité. Ouais. Donc c'est ça. Puis l'autre fonction intéressante aussi, bon, c'est quand même une fonction qu'on attendait moins là, mais quand même c'est j'emploie le mot version là. Alors on est d'accord qu'on est toujours sur 4.0, mais c'est juste que on sélectionne un peu les features qu'on veut utiliser. Ouais. Donc ChatGPT standard en 3.5 ou 4, ChatGPT connecté avec Bing. Donc ça, c'est une exclusivité sur le 4.0. Là, on peut pas faire ça en 3.5. Et puis toujours en 4.0, donc ChatGPT qui intègre des plugins. Donc quand je dis plugins, là, c'est tous les add-ons, par exemple, qu'on va installer sous la forme d'extension Chrome. Ouais. Par exemple, nous, on utilise des choses pour sauvegarder des prompts, ce genre d'affaires-là. Maintenant, ChatGPT propose une intégration de tout ça en direct via le même dashboard. Donc ça, c'est faire une espèce de quoi d'un marketplace ou dans le fond de rassembler tous les add-ons possibles, les extras dans le fond qui se connectent à ChatGPT au lieu de tu les utilises comme en third party à gauche à droite, c'est comme on les utilise nativement à même l'expérience d'utilisation de l'outil là. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est aussi une feature qui est, comme je disais, était moins attendue là, mais qui est quand même cool là. Donc je vous invite aussi à l'utiliser. Puis voilà, sinon qu'est-ce qu'on peut dire récemment aussi, t'as peut-être eu l'occasion de checker ça là, parce que moi je suis pas sur iOS là, je suis un fervent défenseur des téléphones que t'aimes pas. Android, les petits messages textes en vert. Voilà, qu'une partie du monde déteste. Mais effectivement, ChatGPT disponible sur iOS seulement aux US pour l'instant. Exact, juste aux États-Unis là. Depuis à peu près une semaine, 10 jours là. C'est ça, pas encore sur Android, puis je crois que ça a un peu tout cassé là, ça a été je crois que c'est l'app numéro 1 dans la section productivité du Apple Store là, en ce moment. C'est l'app numéro 1 dans le Apple Store, puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut faire absolument attention aux versions contrefaites là, parce qu'avant que ChatGPT sorte leur propre app, il y avait à peu près une centaine de versions contrefaites qui vous demandaient de l'argent comme si c'était la version premium, mais finalement c'est pas la version premium. Fait que il y a des gens qui se sont fait hameçonner, voler leur argent. Faut vraiment faire attention. C'est vraiment la version qui a été créée par le développeur OpenAI. Donc il y a personne d'autre qui a fait une version qui est la leur. Là. Fait que bref, disponible aux États-Unis seulement. À moins que vous ayez votre téléphone aux États-Unis. Il y a rien à faire pour le moment, mais ça devrait pas être trop long là. Je sais en fait ce qui bloque en partie Bard,
ce qui bloque en partie aussi ChatGPT puis tout ça, ben, c'est le fait qu'au Canada, souvent dans les regulations, dans les lois, ben, faut avoir une traduction qui est bilingue. Parce que, ben, notre province met beaucoup de restrictions là, au niveau de la langue. Là. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça, en fait, le petit problème de langue, là, parce qu'ils ont le français pas encore tout figure out. Là. Mais c'est normal, là. On est au Québec ici, là. Ouais, au Québec ici, faut parler en français. Fait que ça, c'est pas mal les derniers updates là, qui sont un peu chauds, là, ou les derniers trucs qui sont arrivés dans les derniers mois. Là. Qu'est-ce que tu dirais qui est, mettons, la plus grosse chose, qui est le plus révolutionnaire, qui est le plus utile, là, que le monde doit vraiment se pencher dessus? Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire? Ouais. Ben, je te dirais, la fonctionnalité qui connecte ChatGPT à Internet, là. Je reviens encore là-dessus, mais tu sais, on va en parler un peu plus tard, là, mais dans notre industrie, par exemple, tu peux clairement poser des questions que tu pouvais pas poser avant, là. Mettons, je sais pas, on a des clients par exemple qui vendent des maillots de bain. Bon, bah, c'est à la mode actuellement là. L'été est là, il commence à faire beau. Ben là, mettons, tu vas pouvoir utiliser le ChatGPT pour lui dire, ok, c'est quoi les trends du mois en cours par exemple ou de la période en cours par rapport au marché du maillot de bain au Québec. C'est quoi les modèles les plus vendus, etc. Puis là, ChatGPT va pouvoir simplement te répondre, alors qu'avant, il aurait pas pu t'apporter une réponse pertinente par rapport à tout ça. Ou il t'aurait dit, je peux pas te dire les modèles actuels, mais je peux te dire ce qui se vendait bien en 2019. Ouais, c'est ça. T'aurais dit, désolé, je manque de connaissances à partir de telle date, et la réponse qu'on a tous eu au moins une fois, là, si tu prends l'extension, enfin, si tu actives, le module connecté à Bing, tu vas plus avoir cet obstacle-là. Mais là, t'es connecté à Bing, par contre. Ouais. Puis on s'entend à Bing. Tu connais combien de personnes qui utilisent Bing aujourd'hui? 3% du marché mondial, mais ça, c'est un point, justement, Emmanuel, là, notre directeur de l'expérience client, m'a amené le même point. Mais c'est vrai que peu de monde utilise Bing comparativement à Google. Par contre, la majorité des pages qui sont indexées dans Google le sont aussi dans Bing. Exact. Donc, c'est pas un si gros frein que ça. Peut-être que tu vas avoir quand même des résultats un peu moins pertinents, puisque ce qui fait la force de Google, justement, c'est la pertinence d'affichage de résultats. Ouais. Quoique, je pense qu'aujourd'hui, quand même, ça se vaut, c'est juste aussi des habitudes d'usage puis de domination du marché, là. Mais pour moi, ça va pas être un gros frein, là, en fait. Okay. Puis en passant, Bard ont la réponse à tout ça. Parce qu'on a testé Bard, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard, mais ce que Julien vient de parler avec ChatGPT, qui prend, dans le fond, les index de recherche ou, exemple, sors-moi les couleurs les plus trendy pour l'été 2023. Bard, au même principe que ChatGPT actuellement, avec une version VPN, donc une version VPN aux États-Unis, on était capable de dire, sors-moi les couleurs, les trends qui s'en viennent dans les prochains 2-3 mois, là. Donc, c'est ça, on va pouvoir en parler. On va en parler, puis c'est drôle parce que ça s'est fait là dans la dernière heure, là. Ouais. Comme quoi, on essaye toujours de vous apporter les infos les plus fraîches. Exact. Sur Rablab, mais ça va être un bon sujet pour poursuivre la discussion. Il y avait quelque chose aussi qu'on voulait vous présenter, puis tu sais, là, on a vraiment fait un espèce de petit tour d'horizon de qu'est-ce qui s'en vient, les trucs les plus hot, les plus intéressants, puis évidemment, on va aller plus en détail là-dedans. Mais on aimerait ça aussi donner notre thought de comme qu'est-ce qu'on pense à l'heure actuelle de l'outil, parce que j'entends de plus en plus ça, puis quand je dis de plus en plus ça, c'est comme peut-être une rencontre sur deux avec des clients, avec des prospects. J'étais allé cette semaine, mardi, à Québec, pour le Alumni EEB, là, comme les 10 dernières années, des rencontres, là, dans le fond, les gens qui ont gradué l'école d'entrepreneurship de base, on était 400 entrepreneurs à Québec, puis c'est un gros rassemblement. Tu sais, j'en ai avec beaucoup de gens. Je pense que 3 personnes sur 4 m'ont parlé de ChatGPT, puis de ces 3 personnes sur 4-là, il y en a 9 sur 10 qui m'ont dit « Puis, t'as-tu peur de perdre ta job? » Puis je pense que les gens mixent beaucoup. Puis en passant, ça nous fait zéro peur, mais je pense que les gens mixent, puis c'est un peu ça en fait qu'on a écrit ici, puis c'est ce qu'on dit à nos clients, puis c'est ce qu'on dit à l'interne, puis c'est ce que les gens qui font du bon marketing comprennent, c'est que l'outil en fait c'est un ChatGPT, Bard, ça c'est un outil, puis c'est pas une fatalité, dans le sens que tu pourras jamais complètement remplacer quelqu'un avec cet outil-là. Puis la meilleure analogie, c'est comme avoir une F1. Tu sais, demain matin là.
tu me dis, hey Jean-Philippe, j'adore la F1 en passant, j'adore la course automobile, puis tout ça, tu me dis, Jean-Philippe, la F1 arrive dans 2 semaines à Montréal, il y a un véhicule disponible, donc tu peux aller la conduire. Tiens, on te la prête. Prends-la, fais le tour du circuit Gilles Villeneuve. Il y a à peu près 99% de chances que je la mette dans un mur et ou que je conduise à 4 km à l'heure puis que je sache pas quoi faire avec. Parce que j'ai la meilleure machine au monde, mais j'ai les mauvaises capacités à la faire avancer. Ben c'est même, si je peux rebondir là-dessus, là, c'est même comme si on mettait Lewis Hamilton à la porte en disant, il coûte trop cher, on va prendre JP à la place pour le mettre dans la Formule 1. Jean-Philippe, il charge pas trop cher, fait qu'on va le faire, on va faire la course. C'est exactement le même principe. Puis le penser contraire, ça sera un petit peu idiotique parce que l'outil, en fait, est un reflet de votre intelligence. Puis en réalité, on se dit à l'interne, mais ça me fait plaisir de dire sur le podcast, si t'es con, l'outil va être con. Puis j'ai comme, c'est sûr tu le diras pas, ça me fait plaisir de le dire. Puis je le pense profondément, parce que cet outil-là est vraiment le reflet de ton intelligence. Puis un bon exemple que je peux donner, tu sais, j'ai beaucoup de connaissances dans qu'est-ce qu'il fait. Ben, il est très intelligent, mais il a une connaissance très approfondie. Ça fait quoi? En tout et partout, genre une bonne dizaine d'années que tu travailles dans le SEO, dans le développement web, la technique. Ben, quand tu parles à ChatGPT, tu parles avec un langage beaucoup plus avancé que quelqu'un qui se fait 1 an ou 2 qui a fait l'université ou qui a des connaissances générales, qui est capable de tellement approfondir. Donc, quand ChatGPT t'arrive avec des conclusions, tu lui dis, hey, ça, c'est pas bon, t'as fait une erreur, ou t'es pas à la bon endroit, ou on n'est pas dans la bonne direction, puis là, tu lui dis, reprends-toi, mais là, cette fois-ci, oublie pas ta l'affaire, puis oublie pas de me faire ça. Mais quelqu'un qui a pas ton expérience, il va prendre 1, 2, 3 questions, il va dire, extraordinaire, j'ai les réponses que j'ai besoin. Fin de la conversation. Puis c'est là qu'on va se faire pousser peut-être dans une mauvaise direction. On va peut-être juste rendre à 70% de l'accomplissement réel. Là. Ouais, ben il y a plein de choses. Enfin, tout fait du sens dans ce que tu viens de dire là. Déjà, merci quand même pour le compliment au passage. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 2 choses qui s'entremêlent là. Il y a effectivement l'intelligence. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais de la personne qui va prompter ChatGPT. On peut dire l'intelligence, on va dire le niveau de connaissance. Bah, en fait, je mets les deux. Je dis l'intelligence parce qu'en fait, pour moi, le ChatGPT, c'est vraiment un peu comme l'extension de ton cerveau, là, à quelque part. C'est-à-dire que il va t'aider à décupler ton potentiel, puis aller à des endroits que t'aurais mis beaucoup plus de temps à atteindre si t'avais été juste avec ton propre cerveau, là. Mais oui, effectivement, on pourrait parler quand même de connaissances, mais ça joue quand même un peu de savoir quoi demander. Après, quand je parle de niveau de connaissance, c'est aussi que tu sois, peu importe ton niveau d'intelligence, là, il y a aussi ta courbe d'apprentissage à bien prompter l'outil dans le domaine sur lequel tu cherches à monter en compétence. Et ça, je pourrais t'en parler pendant 3 jours, là, parce que tu sais que le pôle data, donc c'est un pôle qui est, c'est peut-être le pôle le plus jeune là, chez Rablab. Ouais. Puis au début, on partait un peu de rien, avec justement le gros terrain de jeu inconnu qui était GeForce à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que ChatGPT, les premières expérimentations là, parce que on devait donc coder certaines affaires dans les thèmes de nos clients, etc., dans un langage bien particulier. Et au début, on a essayé justement de y aller un peu avec notre niveau de connaissance du moment, et on s'est vite aperçu que ça allait pas être suffisant là. ChatGPT nous envoyait des choses, on les testait sur des CMS bien sûr en staging là, pour pas tout briser, mais on a vite constaté qu'il y avait rien qui fonctionnait, et que finalement il fallait aussi que nous on muscle notre jeu pour acquérir de la connaissance, connaître quels sont les paramètres recommandés par Google Analytics 4 pour récupérer les bonnes datas justement dans Analytics, quels étaient finalement les différents standards de code de chaque CMS. Par exemple, sur WordPress, on va être sur du PHP, sur Shopify, on va être sur du point liquide, c'est pas les mêmes langages, c'est pas monté pareil, donc il a fallu vraiment se renseigner là-dessus, de fond en comble, pour pouvoir arriver ensuite avec un niveau de connaissance suffisant pour dire à ChatGPT, je veux telle affaire, je veux que ça marche comme ça, puis là, être capable aussi, si ChatGPT répond à un truc qui fait pas de sens, de dire, là, t'as pas utilisé la bonne variable, ou t'as pas fait la bonne affaire, et puis raffiner tout ça pour finalement atteindre quelque chose qui fonctionne. Ouais. Donc c'est pour ça que la courbe d'apprentissage personnel,
elle est vraiment importante selon les sujets. Alors c'est sûr que tu sais, on peut aussi relier ça aux versions de ChatGPT. Si tu me dis que tu vas utiliser le 3.5 pour demander c'est quoi la recette du poulet au curry, bon bah là on est d'accord que tu vas pas avoir besoin de faire tout ça. Mais si par contre tu me dis ok demain je mets tous mes développeurs au chômage, puis c'est moi qui vais coder, qui vais faire la maintenance de mon site, bah là je te dis quand même bonne chance. Bonne chance. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que tout ça c'est intéressant, mais c'est quand même vraiment à prendre en compte là. Absolument. Puis tu sais, la dernière chose, avant qu'on passe peut-être à Bard sur notre prochain sujet, l'autre chose aussi, c'est que le nerf de la guerre dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on donne aussi les bons prompts à ChatGPT. Puis on va vous en parler un petit peu plus loin aussi, parce qu'en réalité, l'outil est complètement inefficace si on lui donne pas les bons prompts, on lui donne pas les bonnes commandes. Donc en réalité, c'est un peu ça qu'on parle d'intelligence ou qu'on parle de niveau de connaissance. C'est que même si, exemple, tu aurais les bonnes connaissances ou la bonne intelligence, de dire fais telle chose, fais tel truc, l'outil doit être utilisé d'une certaine manière. Donc même si tu es un développeur full stack avec full expérience, tu sais exactement quoi faire, mais tu as besoin d'accompagnement avec ChatGPT, puis tu dis fais-moi tel bouton, telle façon en PHP, puis le ChatGPT est comme comprend à moitié qu'est-ce que tu veux lui dire. Sauf que là en réalité, il faudrait que tu reviennes à la base de. Puis là, aux États-Unis, on commence, qui sont quand même très in deep dans cet outil-là, là, puis j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées sur Internet. Ils parlent que les prochains métiers dans les prochaines années, ça va être des prompt engineers. Là. Donc, des gens, des ingénieurs de prompt qui vont être capables de faire rouler des outils d'intelligence artificielle puis de les programmer aussi dans le backbone d'autres outils. Donc, au lieu de dire fais-moi tel bouton, telle grandeur, telle affaire, c'est comme agis comme un ingénieur de logiciel qui crée un bouton pour un Shopify Plus, fais un bouton de telle manière, n'oublie pas de voici telle affaire, puis c'est ça vraiment qui est intéressant, c'est l'aspect de oui le niveau de connaissance, oui l'intelligence, mais après ça, est-ce que tu as la connaissance de l'outil en arrière, les bons prompts là? Ben ouais, et puis encore un point hyper pertinent là, c'est que finalement la demande, même si on a tendance à tout de suite vouloir la réponse, est aussi importante que la réponse en tant que telle. C'est un peu comme je sais pas moi, une demande en mariage là finalement là. Faut faire ça bien là si tu veux une réponse à la hauteur de la demande. Exact. Et c'est ça, il y a déjà aussi un point important là, c'est que même si tu fais une bonne prompt, ChatGPT peut se tromper. Exact. On a tendance à tout attendre de l'intelligence artificielle, puis à se dire ça va, c'est une machine là, fait que tu sais, elle se trompe pas. Mais pour vrai, ça m'est arrivé de tout mettre ce qu'il fallait dans ma prompt, puis que ChatGPT se trompe, puis que là je lui dise hey, regarde, je te l'avais mis le point là, puis qu'il relise la conversation, qu'il me dise ah oui, je suis désolé, j'avais loupé cet élément. Donc dans le fond, tu sais, c'est fou comment ça fonctionne un peu quand même comme un être humain. Comme un vrai cerveau humain, là. Donc ça, c'est un point déjà. Des fois, il faut être capable de redemander la même chose à ChatGPT parce qu'il va oublier un truc qu'on lui a mis au préalable. Et puis après, effectivement, il faut vraiment mettre tous les éléments nécessaires dans la demande de base, là. Puis pas plus tard qu'il y a quelques heures, là, j'étais avec Will, qui est notre assistant chef de pratique sur le SEO. On gérait une problématique liée au SEO international. ChatGPT me donne un bout de code. J'avais tout bien ordonnancé dans ma demande, etc. Puis là, je le mets dans le CMS de notre client, puis il y a rien qui se passe. Il me dit tiens, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis là, je discute un peu avec ChatGPT, il me fait essayer d'autres trucs, ça marche pas. Puis là, je me dis oh, ok, notre client il utilise Weglot, c'est un plugin de traduction. Ouais, de Shopify. Est-ce que j'ai spécifié, de Shopify, est-ce que j'ai spécifié à ChatGPT qu'on utilisait ce plugin-là? Non. Ok, je lui ai précisé ça. Puis là, tout de suite, il m'a répondu, ah, mais ça change tout. Weglot ne fait pas appel aux mêmes variables que le Shopify standard, blablabla. C'est qui a fait. Puis là, il m'a sorti une version mise à jour du code, je l'ai mis, et là, ça a marché du premier coup. Mais tu sais, pour te dire à quel point un petit oubli dans une demande, ça fausse tout le game. Ah, c'est fou, hein. Puis je déraille un peu du sujet, mais ma question serait le ChatGPT, dans le fond, il apprend aussi de ce que les personnes y ont demandé, là. Fait qu'en réalité, tu sais, si on reculerait, je vais dire, mettons, il y a 6 mois, qu'il y avait moins de gens qui utilisaient ChatGPT, est-ce que possiblement, il n'y aurait pas su que pour Weglot? Parce que c'est peut-être à force d'avoir eu cette question-là, parce que ChatGPT, dans le fond, il utilise lui des bases de données, mais il utilise également aussi
des questions, il y a un annuaire des top questions, puis quand ils donnent des réponses, puis des fois tu peux share feedback, puis dire cette réponse-là est satisfaisante, puis tout ça. Il s'appuie aussi là-dessus, je présume, fournir des réponses de qualité. Ouais, je sais pas exactement à quel niveau ça commence et où ça s'arrête. C'est comme le SEO. Ouais, ça dépend. Tu me parlais de la bouche, mais je sais que c'est peut-être pas tout le monde là qui participe au training de ChatGPT. Okay. Il me semble que c'est réservé peut-être à certaines entreprises ou à certains bêta-testeurs. Mais oui, en tout cas, il y a quand même quelque chose de même là dans tout ça là. Donc lié au fait que en fonction des réponses où tu vas dire que tu es satisfait, mettre un petit pouce dessus ou voilà, tout simplement dire que ça fait la job, ChatGPT va apprendre de ça effectivement. Okay. Donc on peut supposer oui que il y a des choses peut-être auxquelles il répond aujourd'hui et il serait peut-être passé à côté de ces choses-là il y a quelques mois là. C'est clair. Donc c'est ça, faut évoluer avec l'outil là, tout simplement. C'est sûr. Prochain point, puis on va avancer parce qu'il nous reste quand même, on veut donner des conseils comment utiliser dans votre entreprise, bien des choses qu'on aimerait vous parler. Prochain point, en fait, on voulait parler de Bard parce que je pense que c'est impossible de parler de ChatGPT sans parler de Bard aujourd'hui, juin 2023. Bard a lancé officiellement leur outil, sauf que disponible uniquement aux États-Unis. On était capable de le tester avec une version VPN. Qu'est-ce que c'est exactement? Parle-nous-en donc un petit peu. Comme tu l'as dit en introduction, la Bard, c'est vraiment la réponse en mode alerte rouge précipitée de Google. Enfin, pas si précipitée que ça finalement, parce que ça fait quelques mois, mais la réponse de Google à ChatGPT, parce que pour le rappeler, donc, derrière ChatGPT et OpenAI, il y a quand même Microsoft qui a mis des 10 milliards à peu près. J'allais dire des cacahuètes, mais c'est plus que des cacahuètes. Donc finalement, Microsoft qui est concurrent avec Google d'une certaine façon. Et donc là, Google s'est dit, il faut qu'on réponde. Et puis tu sais, je pense qu'ils avaient des choses en route avec l'intelligence artificielle, là, c'est même sûr, mais pas à un niveau aussi incroyable. Ouais. Donc ils ont dû passer des sacrées semaines là. À travailler sur ce Bard. Mais donc au début, les commentaires étaient vraiment mitigés. Et puis là, ça s'est fait dans la dernière heure, comme je le disais là. J'ai Manu qui m'a dit, enfin Emmanuel, là je l'ai cité tout à l'heure, qui m'a dit, pour vrai, mets ton VPN là, mets un VPN iOS, puis va jouer avec. Puis il m'a donné vraiment un bon conseil parce que j'ai passé une petite demi-heure à découvrir Bard. Donc c'est vraiment des infos toutes fraîches qu'on vous donne là. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'ils progressaient aussi très vite de leur côté, parce que les premiers commentaires, donc je disais, étaient mitigés, mais là, j'ai quand même eu des réponses qui étaient assez impressionnantes là, et puis je dirais même assez surprenantes dans le sens où on commence déjà à voir que finalement les deux outils, ils vont pas répondre forcément aux mêmes questions de la même façon. Okay. Et donc ça va nous amener vers, je pense, une expérience à avoir. Pour se dire ok, pour telle affaire je vais parler à ChatGPT, pour telle autre affaire je vais plutôt parler à Bard. Et c'est une chose intéressante là, je sais pas si je suis au bon moment pour en parler, mais ça tombe bien parce qu'on va mettre en place un comité de R&D lié à tout ça chez Rablab. Ouais, exact. Je sais pas si tu veux en dire quelques mots, JP, mais c'est intéressant là. Ouais, en fait c'est ça. Tu sais, je pense dans l'optique d'avoir, pour pas comme les gens qui m'ont dit, hey, t'as-tu peur pour ta job? Non, mais surtout, je pense qu'on est très avenant dans ces affaires-là, puis on a toujours été en avant de la vague, puis en avant de la parade, donc on a décidé de mettre en place officiellement un comité de gens chez Rablab, 3-4 personnes qui allaient dédier un temps assez important là, pour explorer ces outils-là, tester des nouvelles choses, puis surtout essayer de repousser les limites là, pas juste l'intelligence artificielle, je dirais comment est-ce que l'intelligence artificielle et tous les différents types d'outils de cette même trame là, vont aider à faire évoluer le marketing numérique puis le marketing de façon générale. Là. Parce que, encore une fois, c'est des outils et non a way of life ou une fatalité. Il faut vraiment les utiliser à bon escient. Là. Fait que, donc on va vraiment dig deep là-dedans pour voir c'est quoi en fait la prochaine grosse vague qui va s'en venir. Là. C'est ça, puis ça va être l'occasion pour nous justement de vraiment tester comment les deux tools réagissent dans le même contexte. On aura sûrement plein de beaux sujets là-dessus prochainement. Ouais. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que Bard forcément est connecté à Google. Donc on a GPT sur Bing et Bard sur Google. Donc c'est les deux forces qui s'affrontent là.
Et puis au final, les questions que j'ai posées là, c'était quand même assez fou. Déjà, Bard réagit beaucoup plus vite que ChatGPT. Okay. C'est vraiment du texte qui apparaît en instantané. Là. On pose la question, paf, on se prend un pavé. Parce que des fois, là, tu peux te prendre 3-4 minutes d'attente sur GPT-4. Sur les sujets les plus complexes, là, tu le vois vraiment écrire, réfléchir comme un humain qui travaille vite, là, mais quand même. Alors que Bard, c'est vraiment... tu vois un petit truc là qui tourne, puis d'un coup, paf, le texte sort, mais c'est vraiment rapide. Puis j'ai été surpris de voir à quel point c'était quand même pertinent. J'ai fait plusieurs mini-tests, je lui ai demandé de m'écrire du code pour certains types d'événements pour Shopify, justement là, ce qu'on se parlait tout à l'heure pour Google Analytics 4. Puis comme j'ai la petite expérience maintenant pour savoir si c'est bon ou pas, je peux te le dire là, il m'a sorti vraiment des data layers qui faisaient du sens comme ça là. Okay. Je lui ai demandé aussi des volumes de mots-clés sur SEO Agency Boston, je crois. Okay. Puis il m'a vraiment extrait du Keyword Planner, tous les mots-clés. C'est ça qui est fou. Liés à cette affaire-là, toutes les requêtes dérivées avec les volumes, etc. Mais les volumes vraiment récents. Et c'est là où je pense que Google, honnêtement là, chacun y va avec son pronostic, mais je pense que Google, avec l'emprise qu'ils ont, l'espèce de suite incroyable de tools. C'est l'écosystème en fait qui va faire que Bard va avoir un sérieux avantage là-dessus. Ah ouais, non, ça va être incroyable. Ce que j'avais vu moi en fait là, c'est que il y a des agences aux États-Unis qui ont commencé à l'utiliser beaucoup. Puis en fait, c'est que la console de recherche, Google Merchant Center, Analytics, Keyword Planner, Google Trend, tous ces outils-là, dans le fond, sont tous connectés à Bard sans que tu ailles à faire ces connexions-là. Donc, en réalité, tu vas être capable de puiser dans une certaine suite. Puis là, j'ai vu des tests qui se faisaient là, de dire, trouve-moi, selon mon site web, avec la Search Console, trouve-moi les meilleurs trends de couleurs, de whatever. Dis-moi aussi qu'est-ce que les compétiteurs de... Fait il y a vraiment, je pense que c'est un agent conversationnel très puissant avec un cerveau marketing avancé parce que il y a toute cette base de données-là. Puis également, ce côté-là temporel, là, parce qu'il sait en temps réel là, qu'est-ce qui s'en vient. Là. Parce qu'on s'entend qu'utiliser Google Trend, là, c'est assez poche. Là, dans le sens que tu l'utilises, puis ça te fait un gros graphique bleu, jaune, rouge, vert, puis ça fait des spikes, puis t'es comme, à quel point c'est vrai, puis ça se base sur quoi. Mais de l'avoir verbalisé là, dans un... Puis encore une fois, ça fait le même principe. Ça nous a vomi un bloc de texte. Après ça, ce bloc de texte-là, c'est comme, OK, là, mets-moi ça dans un tableau. OK, parfait, t'as mis dans un tableau. OK, là, fais-moi un summary d'à peu près, genre 10 bullet points. OK, parfait, j'ai mon bullet point, mes 10 summary des meilleures tendances, couleurs, qu'est-ce qu'on devrait faire ou pousser. Fait que c'est vraiment un add-on de plus. Mais encore une fois, si vous êtes du côté client, vous utilisez juste ça pour essayer de pomper votre marketing, vous allez avoir de la difficulté, là. Fait que c'est pour ça que ça doit être un outil supplémentaire à tout le reste, là. De toute façon, même si on a des réponses un peu différentes selon les questions, c'est le même fonctionnement. Il faut maîtriser son sujet pour avoir les meilleures réponses, donc. Mais après, c'est assez intéressant comme débat là, parce que je vais même demander des affaires pour, mettons, si je veux ranker sur tel mot-clé, c'est quoi les actions qu'il faut que je prenne, puis peux-tu me rédiger un peu de sémantique pour telle affaire et tout. Puis il répond à tout. Mais justement, ça c'est assez original si je puis dire là, parce que à quel point Google va te donner finalement la recette pour aller ranker tout en haut de son moteur de recherche alors que son algorithme est mystérieux et inconnu encore à ce jour. Donc ça va être assez intéressant comme truc. Puis ce que je me suis amusé à faire aussi, puis ça ferait vraiment peut-être l'objet d'un article ou d'un podcast ultérieur là. J'ai pris la même question, donc c'était je crois sur les trends du marché de la sneakers, donc des chaussures à connaître sur 2023 là. Donc les tendances les plus marquantes. J'ai posé ça donc comme question à ChatGPT avec Bing, puis à Bard avec Google. Puis tu vois, contrairement à ce que je pensais, c'est Bard qui s'en est mieux sorti. Ah ouais? Ouais. La version bêta connectée à Bing. C'était quoi? C'était plus intelligent? C'était plus réaliste? 100% plus réaliste, parce qu'en fait, je vais te dire, ce qui s'est passé là, c'est que donc Bing,
il m'a dit, ouais, les tendances actuelles vont aller vers plus de ventes de chaussures de soccer parce que la Coupe du Monde s'en vient. Sauf que la Coupe du Monde est déjà passée. Donc c'est comme si d'un coup il avait bugué là, puis connecté à Internet, mais il a été me répondre comme s'il m'avait répondu en 6 mois en 2021. arrière là, tu sais. Comme s'il était connecté à Internet, mais qu'Internet arrêtait en 2021. Ouais, ben là, tu sais, ouais, un peu moins là, c'était la Coupe du Monde en novembre, je crois, mais c'est ça, comme s'il était 6 mois en retard. Et donc forcément, bah, toutes les tendances qu'il m'a données étaient pas forcément les bonnes. Okay. Alors que Bard, ce qui est incroyable, c'est qu'il a été me chercher vraiment là, à travers le web, des graphiques de vente de chaussures dans différents marchés, sous la forme d'images directement dans la conversation. Donc aussi ça, c'est différent. ChatGPT, lui, il te répète tout le temps qu'il est juste un assistant uniquement textuel, donc il ne fait pas autre chose que du texte. Bard, lui, déjà, il va te chercher des graphiques, des infographies, des affaires visuelles, des petites vidéos qui jouent dans la conversation. C'est comme s'il te populait toute ta data qui est intéressante dans la même conversation. Donc vraiment là, je me suis dit waouh, il y a quand même un gros potentiel. Quand même. Hein. Et c'est pour ça que mon guess, c'est qu'il va falloir identifier les forces et les faiblesses des deux tools pour savoir à quelle heure je vais parler à ChatGPT, puis à quelle heure je vais parler à Bard. Ouais, puis même principe, pourquoi qu'on utilise la suite de Meta, pourquoi qu'on utilise Google, pourquoi qu'on utilise Pinterest, Twitter, Instagram, tu sais, name it. Ben, c'est que c'est des outils qui sont différents, qui sont en complémentarité. Là. Ouais, c'est ça. On s'époumonne depuis les dernières années à dire à tout le monde, ben, ne soyez pas juste sur Facebook, ne soyez pas juste sur LinkedIn, ou, diversifier, ben, même principe pour les outils marketing, là. Tu sais, SEMrush, qui est un des meilleurs outils SEO, ben, il y en a d'autres aussi. Ouais. Alors, on utilise SEMrush, on utilise Moz, Ahrefs, on utilise quelques-uns qui fait qu'au final, on a, je crois, la meilleure solution SEO. Mais si on ferait juste écouter SEMrush, ben des fois, il fait des mauvaises analyses ou des mauvais scans, mettons, pour les backlinks. Il fait des mauvais scans pour tel truc. Ben, un peu le même principe. Peut-être que ChatGPT va être moins bon pour les prévisions, les tendances, parce qu'il n'est pas connecté à la Search Console et tout ça. Mais de l'autre côté, peut-être qu'il va être meilleur pour avoir, mettons, des compréhensions pour le code ou, tu sais, peu importe, là. Ouais. Ça va vraiment venir en synergie, l'un et l'autre, là. Non, et puis c'est, tu vois, t'es 100% pertinent aussi. JP, là, tu donnes que des beaux exemples, c'est écœurant, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre, effectivement. Effectivement. Je veux tout de suite passer, excusez-moi, pour le bruit peut-être, là, mon laptop est en train de manquer de batterie. On s'excuse pour le bruitage de mauvaise qualité. Peut-être, Julien, on est déjà rendu à une bonne quarantaine de minutes. Ah oui. J'aimerais ça que tu me parles de l'autre chose, un point, en fait, que j'ai trouvé assez marquant, qui est comme un feature qui s'est rajouté avec le temps, que tout c'est comme auto-gossé, là, que je vais dire, là, un genre de fil de conversation. Peut-être m'expliquer à quel point le fil de conversation tu t'es créé était bon, comment t'as fait pour le créer, comment t'as fait en fait, qu'est-ce que ça l'a amené dans ton utilisation de ChatGPT, puis pourquoi aujourd'hui c'est rendu useless parce que ChatGPT vient de sortir quelque chose de nouveau là. Ah ouais, mais c'est ça ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que avant tu devais donc partir de zéro sur un sujet donné, puis construire ça comme un genre de château là, mais tu mets tes petites briques au fur et à mesure là, il te répond des trucs, tu raffines, etc. Puis tu sais, ça devient vite des conversations qui font 12 km de long là. Sauf que tu sais, chez Rablab là par exemple, puis ça doit être le cas de beaucoup d'entreprises de ce monde là, on est plusieurs personnes à utiliser le tool là, ChatGPT. Donc ce qui se passe souvent, c'est que tu fermes ton ordinateur fin de journée, tu reviens le lendemain, puis à un moment donné, tu décides de le rouvrir pour reprendre ta conversation. Puis tu te rends compte que elle est compliquée à retrouver. Parce qu'il y en a 11 autres. Ouais, il y en a 11 autres qui ont été prompt ChatGPT. Il y en a peut-être qui ont supprimé par erreur ta conversation. On s'excuse pour la police qui est en train de ratisser le quartier. C'est ça. Ils cherchent quelqu'un certainement. Ils cherchent la fumée. Voilà. Mais donc c'est ça, c'était comme tu dis assez gossant là, parce que des fois tu te retrouvais à plus avoir la trace de ce dont tu avais besoin pour continuer. Ouais. Au final, ChatGPT vient justement de release une fonction share qui est un peu différente, parce qu'il y en avait déjà une là qui était sortie il y a quelques semaines, mais qui était un peu différente. Il y a quelques semaines, on pouvait exporter en PDF, partager un lien, etc. Puis là, finalement, ils ont rajouté une petite option directement au niveau des conversations
et pas dans les settings de bas de page, une petite option qui permet justement de générer un lien avec l'intégralité de sa conversation. Puis finalement, cette conversation, on peut la sauvegarder comme un bookmarks dans son Chrome. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc on se fait un dossier, on l'appelle comme on veut. Puis ensuite, quand on accède donc à cette conversation, il y a un petit bouton en bas de page qui dit reprendre la conversation. Puis là, tu reprends vraiment où tu t'es arrêté. Fait que ChatGPT, il y a tout l'historique, puis tu sais, mettons, tu lui as dit, ah non, tu sais, c'est Weglot comme tantôt, ben là, il garde dans l'esprit que, ok, c'est Shopify puis c'est Weglot, là. Ouais, c'est ça, puis ce que ça veut dire, c'est que prenez déjà l'habitude de fonctionner comme ça, là, faites-vous à la limite un petit dossier dans votre bookmark bar, là, ChatGPT, puis après vous triez, j'en sais rien, si vous êtes comme nous, si vous avez des clients, vous pouvez trier par client ou par sujet de conversation, puis vous mettez vos liens vers vos conversations, puis comme ça, vous pouvez les retrouver facilement et puis les reprendre là où vous les avez arrêtés. Donc ça veut dire que si vous êtes bien organisé, dans le fond, vous allez plus perdre de temps, puis ça va plus vous arriver de devoir tout reprendre à zéro parce que votre conversation aura disparu dans les méandres du web. Ouais. Je pense que c'est vraiment très intéressant aussi pour continuer à nourrir l'intelligence artificielle dans l'optique qui prend un sujet très précis, là. Tu sais, mettons, pour de la rédaction web ou pour du, tu sais, justement, par client, là, tu sais, si, mettons, tu reviens toujours avec les mêmes questions avec la même entreprise de maillot de bain, puis là, tu sais, c'était les trends, puis là, c'est telle autre affaire, puis tout ça, tu sais, il va apprendre, puis il va garder le contexte. Puis je crois, en fait, c'est ça qui fait que cet outil-là est de plus en plus pertinent, de plus en plus aimé, puis autant populaire, c'est que il comprend, quand tu lui dis, il comprend le contexte. C'est ça, je pense, tous les autres outils d'intelligence artificielle qui ont existé avant, c'est que le contexte n'existait pas, puis il te faisait des recommandations génériques ou c'était du texte en réponse générique à des questions précises. Là, c'est des réponses précises avec du contexte par rapport à du contexte qu'on donne. C'est ça qui fait que c'est comme mind-blowing, là. Ouais, c'est ça, c'est la fameuse mémoire de conversation aussi, là. Ouais. Je pense que ça a été un des premiers tools grand public à pouvoir se souvenir de ce qui s'était dit avant pour mieux répondre aux questions qui s'en viennent ensuite, là. Puis parlant de tool grand public, c'est un peu trop grand public. Puis là, ce qui est arrivé, tu sais, on voulait faire un petit retour sur les derniers mois, puis qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des pays qui ont commencé à l'interdire. Ouais. Donc, en fait, là, on est comme déjà dans... il y a eu quelques semaines, Elon Musk s'est insurgé avec plein de scientifiques d'intelligence artificielle qui ont dit « ça va trop vite, le développement de l'outil est en train de nuire à certaines choses, on devrait prendre un genre de stop de 6 mois pour se faire dans le fond, créer de la regulation, donc créer des règlements, mettre un cadrage, tu sais, vraiment bien cadrer ça, puis réavancer. » Puis évidemment, ça n'a pas eu de progression, mais ce qu'on peut vraiment constater à l'heure actuelle, c'est que il y a l'Italie qui ont commencé à le bannir. Donc, l'Italie a fait un plan assez concret qui ont dit cet outil-là, évidemment, avec un VPN, on peut toujours l'accéder dans d'autres pays, mais cet outil-là, sur une adresse IP, n'est pas utilisable. Le UK aussi, donc en fait, le UK, c'est quoi? C'est l'Angleterre, dans le fond? Ouais, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, exact. La couronne. Ouais, exact. Tous les pays de la couronne du Royaume-Uni ont commencé un plan pour sérieusement et sévèrement régulariser l'app. Puis pas juste ChatGPT, aussi d'autres apps de AI. Parce que, dans le fond, il y a des discussions entre le UK puis le United Nations, dans le fond, comment je peux dire? L'Union européenne, en fait, là, pour avoir une discussion puis de tout ramener ça sur le même toit, parce que là, c'est comme parti en vrille, tout le monde utilise ça, où est la vérité, où est la ligne à ne pas transgresser, puis surtout, moi, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très important, c'est extrêmement d'actualité, mais c'est la désinformation en 2023. C'est ce qui a fait, en grande partie, gagner les élections à Trump en 2016. La désinformation, le fait que l'Internet circule l'information à une vitesse hallucinante, c'est dangereux. Puis je crois que l'intelligence artificielle, surtout avec ChatGPT, puis Midjourney, puis plein d'intelligences artificielles qui peuvent créer des images, créer de la voix, créer du texte, qui peut être créé, comment je pourrais dire, à mauvais escient, mais ça peut arriver avec un effet pervers. Là. Ouais, 100%, puis c'est un sujet vraiment, je pense, qui est très vaste. Là. Ça englobe plein de choses. Ce que je peux dire déjà, c'est que forcément, tout est un peu interconnecté à ce qui se passe dans le monde à droite à gauche. Puis là,
on en parle de plus en plus au Québec, la fameuse loi 25. Ouais, qui arrive C'est au lié mois de aussi septembre. à ça arrive au mois de septembre. C'est ce qu'on appelle en Europe la RGPD. Donc là, pareil, on est en train de s'informer, on vous en parlera plus en détail plus tard, mais c'est sûr que c'est lié à ça déjà. Parce que t'as d'un côté donc cette espèce d'organisation européenne, maintenant mondiale, là, qui tend à aller vers une régulation et une protection des données privées des gens. Puis de l'autre côté, t'as ce tool-là qui récupère quand même des informations parfois peut-être confidentielles, puis en énorme quantité là, le nombre de gens, parce que c'est ça aussi qu'il faut mettre là-dedans. C'est 1 million d'utilisateurs en... je sais même comme ça même en plus, jour, mais ça a pas de bon sens là. Tu sais, c'est comme ça l'a pris, je pense que c'était Netflix, ou c'était je sais pas Ouais. trop qui, que ça leur avait pris comme 1 an et demi de monthly subscriber, puis eux en comme 6 jours c'était réglé là. Mais fait que c'est ça en fait, quelque part nous tous là en utilisant l'outil, on l'alimente avec des informations qui parfois sont cruciales. Et forcément, là, on peut pas avoir d'un côté un organisme qui régule tout ça, puis de l'autre un ChatGPT pas régulé qui va populer une quantité d'informations monumentales. On sait pas où ça va, on sait pas si ça peut être piraté. Enfin bref, il y a plein de choses à régler. Donc je pense que d'un coup là, les pays se sont dit ok, rétro-pédalage, on va prendre le temps de mettre une norme à tout ça. Puis c'est toujours ce qui arrive avec ce genre de tool là qui explose d'un coup, tu sais, puis ça disrupt le marché. On se dit ok, bon bah là faut faire quelque chose pour réguler tout ça. Il y a même le Canada, le Québec, la Colombie-Britannique puis l'Alberta. Il y a un article Radio-Canada qu'on pourra vous partager dans les notes de l'épisode qui se sont mis ensemble pour faire une espèce d'enquête pan-canadienne sur ChatGPT pour voir où va le data, parce que la régulation de la loi 25 arrive au mois de septembre. Fait que, où va cette data-là? Est-ce que la vie privée des utilisateurs sont protégées au Canada? Est-ce que nos données s'en vont à un endroit qui est hors de tout danger? Tu sais, il y a un gros aspect autour de ça, puis je dois avouer que je suis pas le fan fini de toute comment je peux dire, la lourdeur bureaucratique, gouvernementale, puis tout ça, mais en même temps, je crois que c'est nécessaire. Parce que on a le bras très loin dans le tordeur, puis le problème, c'est comme tu dis, plus qu'on va l'alimenter, plus que ça va créer un gap immense entre le fait que c'est pas régularisé puis la journée où est-ce qu'on est capable de... Puis le but, c'est pas de le contrôler puis de le rendre public puis tout ça, mais c'est au moins de dire, bon ben voici le range ou le terrain de jeu dans lequel tu as le droit de travailler. Je pense que c'est ça qui va être le plus important. Là. Vraiment, et puis tu sais, après, comme tu l'as un peu évoqué, là, je pense qu'il y a aussi des faits divers qui ont dû un peu faire peur aux différents gouvernements. Là. C'est sûr et certain. Un exemple que je peux donner rapidement, là, je sais qu'il y a ChatGPT est bridé pour pas justement répondre à des questions trop sensibles. Mettons, je sais pas, je lui demande, je veux fabriquer une bombe, il est pas censé me répondre, me donner la recette, parce que je pourrais être un terroriste de ce monde ou je sais pas qui. Enfin, je veux pas faire peur à personne là, mais c'est quand même une réalité à prendre en compte. Puis, on a vu des gens qui ont habilement contourné ces protections-là. Je sais que par exemple, l'exemple de la bombe là, c'est un doute qui a dit, il a posé la question. Donne-moi la recette pour faire une bombe. ChatGPT a dit non, je ne peux pas répondre à ce genre d'infos. Puis là, il a dit non, mais en fait, il s'est mis dans la peau de sa mamie, je crois. C'est pour expliquer à ma grand-mère, lui vulgariser le concept. Dans un principe, dans un contexte scolaire. Ouais, c'est ça. Il a réussi à mettre ChatGPT dans une configuration de contexte scolaire, exactement. Puis au final, de fil en aiguille, il a fini par avoir la réponse. Donc, il a fini par avoir la recette pour aller, je sais pas moi, Canadian Tire, puis dans différents endroits là pour confectionner une bombe artisanale. Fait que toutes ces affaires là, parce qu'il y a eu d'autres exemples, c'est sûr que là, qu'à un moment donné, les gouvernements se sont dit, ok, on veut protéger les données, on veut mettre ça en face de la loi 25 ou de la RGPD ou peu importe comment ça s'appelle dans le monde là, puis on veut aussi garantir un genre de cadre sécuritaire pour tout le monde, pour pas que n'importe qui puisse demander n'importe quoi. Et puis utiliser l'outil à mauvais escient là, pour faire du mal à d'autres gens, parce que c'est pas le but là. Ouais, c'est clair. Dans les derniers sujets qu'on a, on voulait vous parler puis vous laisser sur comment utiliser ChatGPT pour votre entreprise, parce que il y a beaucoup de différentes choses qui sont possibles. Tu sais, je pense que l'idée aussi du podcast, on voulait faire un tour d'horizon, parler du sujet de long en large, mais tu sais, concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil
qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible aussi. Évidemment, on pourrait faire un podcast de juste comment utiliser l'outil pour votre entreprise, mais l'idée, c'était de faire un tour d'horizon général puis de parler des différents sujets qu'on vous a parlé. Mais si j'ouvre le bal, en fait, là, tantôt, j'ai parlé des prompts. Donc, tu sais, j'ai parlé de capable de bien utiliser les prompts à l'intérieur de l'outil. Il existe des centaines et des centaines d'articles, puis on ne voulait pas juste en dupliquer un pour en faire un autre, là, mais il existe des centaines d'articles de comment bien prompter ChatGPT. Puis je vais pouvoir vous donner en fait quelques petits exemples là, très rapides là, qu'on utilise. Puis évidemment, tout le monde a un peu sa petite recette magique, je vais dire, ou la bonne façon d'essayer de prompter ChatGPT. Puis ce qui est important en fait de comprendre, c'est que ChatGPT, c'est tout le temps comment se mettre dans la peau d'eux. Ouais. Parce que il y a rien de mieux pour un outil conversationnel de comprendre, comme je disais tantôt, dans le contexte dans lequel il est. Alors, l'idée pour lui donner le bon alignement, c'est de se mettre dans la peau de. Donc, tu es un développeur web, tu es un rédacteur, designer, spécialiste en création de marque, name it. L'idée, en fait, c'est, je pense, de toujours penser à votre prompt en fonction de qu'est-ce que vous voulez accomplir comme tâche. Parce que c'est vraiment ça qui va donner le maximum de juice à l'outil pour être capable de vous donner les bonnes réponses. Fait que c'est tout le temps penser à qu'est-ce que vous voulez accomplir, puis c'est qui tu sais, ça peut être juste, mettons, vous êtes un directrice marketing, ça peut être, tu es une directrice marketing dans une entreprise X qui veut accomplir Y, voici qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que c'est vraiment très important ça. Puis l'autre chose aussi, ChatGPT peut faire une tonne de choses, mais si je peux vous donner un petit bullet point de trucs ou de, je veux dire, les meilleurs keywords ou choses qu'on peut utiliser, ChatGPT peut écrire pour vous, faire du code, faire des recherches, penser à des concepts de design, traduire, summarize, donc en fait, faire un sommaire peut prendre un texte en entier, là. Puis il existe même des plugins de ChatGPT, GPT Summarize, que je pense ce genre-là. Ouais. C'est des plugins que tu as un article de 3000 mots sur Search Engine Land, là, puis tu appuies sur le bouton, puis ça te fait un bullet point de 10 points. Fait que tu peux prendre un article entier de blog, le digest, puis en faire 10 bullet points. Tu peux demander de brainstormer, tu peux demander de faire des listes, tu peux demander d'analyser, de créer des nouvelles choses à partir de concepts. Fait que, c'est un outil qui est super complexe. Puis quand on comprend qu'il y a des bons prompts, qu'il y a plusieurs trigger words qui l'amènent dans la bonne direction, ben je pense que c'est là qu'on est capable de tirer un peu maximum profit de ça. Là. Ouais, 100%. On peut vraiment, tant qu'on donne les bons détails là dans la demande qu'on fait, on peut vraiment obtenir à peu près tout ce qu'on veut là. Tu parlais de summarize, ben clairement tu peux aussi je sais pas, mettons que t'es à un meeting pour parler de tes KPI, j'en sais rien, ben tu peux arriver avec, je sais pas, tes chiffres de vente sur l'année, dans plein de grandes phrases à droite à gauche, puis lui dire, ben, popule-moi tout ça, puis fais-moi par exemple un tableau récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans mon année. Mais pour le faire, ben, prends en considération que je suis directeur marketing dans une agence à Boston, ou j'en sais rien, enfin, plus on qualifie la demande, meilleure la réponse est. Donc effectivement, le rôle en tant que la localisation, le marché, le pays, enfin tout ça, c'est des choses qu'il faut pas hésiter à lui donner à manger, parce que plus vous allez aller granulaire là, plus il va vous répondre comme il faut. Faut pas hésiter aussi à lui donner des objectifs là. Ouais. Donc je agis en tant que dans tel contexte, puis mon objectif, je veux ça. Puis aussi, il peut avoir des objectifs primaires, des objectifs secondaires. Tu sais, je me souviens l'autre jour que j'ai eu un client pour une rédaction de texte. C'est pas ça ce que je fais dans le day-to-day, mais il voulait que je l'aide rapidement à juste à brainstormer un petit peu puis arriver avec quelque chose de très basique. Puis, tu sais, je lui ai dit, voici les mots-clés principaux qui doivent se retrouver, puis les mots-clés secondaires. Donc, on a vu dans le texte d'à peu près 2000 mots qu'il y avait vraiment un échantillonnage assez bien proportionné de mots-clés principaux puis secondaires. Là. Donc, mais si je lui avais pas dit, peut-être qu'on aurait omis les mots-clés secondaires dans le texte. Fait que c'est vraiment important d'arriver avec les bons prompts, bon alignement, bon objectif, mettre dans la peau, puis on devrait avoir quelque chose qui fonctionne bien. Là. Puis même comme tu as dit, là, tu parlais de volume de mots, bah ça c'est pareil, là, tu peux le challenger là-dessus. Je veux 2000 mots minimum, puis là, en plus c'est ça, c'est que des fois il va
t'en faire 1000, puis tu vas lui dire, ben non, je t'avais dit que c'était 2000, puis là, il va retravailler le texte. Puis il va continuer où est-ce qu'il a arrêté, là. C'est le fameux raffinage. Mais effectivement, ça résume bien tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Si j'ai le temps de JP, peut-être parler par rapport à tout ça, là, parce qu'il y a des points quand même hyper intéressants, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'interroger l'API de ChatGPT, mais au travers d'autres outils là. Donc t'es plus dans l'interface qu'on connaît là, de ChatGPT, mais t'en sors, puis tu peux t'en servir pour plein de choses. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est un supermarché là, un magasin qui s'appelle Carrefour, donc c'est en France là. C'est le couche-tard de la France. Ouais, c'est le métro, l'IGA, le couche-tard de la France. Puis eux, ce qu'ils ont fait, donc, c'est qu'ils ont sorti une solution qui s'appelle Hoopla, puis qui est basée vraiment sur l'interface OpenAI ChatGPT. Sauf qu'elle est bridée pour seulement répondre à des requêtes qui concernent la bouffe. Puis l'idée vraiment, c'est de pouvoir gagner du temps et puis éventuellement manger équilibré si on le souhaite, ou je sais pas, faire un régime sportif si on a un objectif sportif, puis d'arriver avec par exemple un budget. Donc j'arrive et puis je dis à Hoopla, check, pour ma semaine j'ai $230 à mettre dans mes courses. Ouais. Et puis dans ces $230, on est une famille de 4, puis on voudrait manger, je sais pas, 10 repas, admettons. Et ces 10 repas, ils devront être équilibrés, puis ma blonde, elle est allergique aux amandes, donc il va pas falloir qu'il y ait d'amandes. Mettons, j'arrive, puis je dis ça, puis là, Hoopla, il va aller checker direct les produits qui sont en stock, donc dans l'enseigne Carrefour, puis prendre tous les produits qui correspondent à la demande, et puis me faire des recettes par rapport à tout ça. Il y a les recettes aussi qui sont diffusées. Puis en plus de ça, il va faire toutes les mises en panier des produits qui respectent le budget, puis mes restrictions alimentaires. Puis à la fin de ça, en 2 minutes, j'aurais plus qu'à rentrer ma carte de crédit, puis à dire, OK, je veux qu'il me livre chez nous, ou je veux aller faire un pick-up in-store, là. Puis rendu là, en fait, j'aurai toute ma semaine qui sera prête en 5 minutes. Alors qu'avant, je passais 3h30 dans les rayons à me dire, OK, avec ma petite liste de courses, où sont les produits que je cherche. Donc ça, c'est une première possibilité qui est assez débile. Et puis, même nous, à l'interne chez Rablab, on commence à discuter avec cette API-là. Et là, j'en profite pour faire un props à William, donc notre assistant chef de pratique. Il est en train de nous faire un petit tool dans un Google Sheets directement linké à ChatGPT pour nous aider à améliorer la pertinence de nos keyword mapping. Donc c'est un petit tool en fait où on va pouvoir dire mon mot-clé principal c'est telle affaire, et puis je sais plus comment on appelle ça là, la proposition de valeur de mon client, par exemple, c'est d'offrir, je sais pas, un maillot de bain offert à partir de $50 d'achat. Puis à partir de ça, les datas de ma Search Console, c'est telles affaires. Puis considérant tout ça, rédige-moi une title, une métadescription pour telle ou telle page. Puis l'outil va aller chercher l'info directement en lien avec ChatGPT, puis nous rapatrier tout ce qu'il faut savoir sous la forme de title, métadescription, H1, etc. C'est fou, hein? Ouais, non, c'est fou comment ça révolutionne nos façons de travailler, mais toujours dans l'intérêt donc de nos clients. Puis encore une fois, tu connais un peu William là, ça prend d'avoir des gens passionnés puis organisés comme lui là pour être capable d'aller jouer avec tout ça, puis d'en tirer, comment je pourrais dire, d'aller polir le diamant là, parce que sinon ça reste un caillou tout gris tout moche là. Exact. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire, et c'est vraiment excitant là. Il y a quand même plein de belles perspectives qui s'ouvrent à nous là. C'est extraordinaire. J'aimerais, on a skippé 2-3 sujets. Je pense que ça va faire l'objet d'un autre podcast. Malheureusement, time is up, et surtout, mon laptop est pas capable de charger. Je pense qu'il y a trop de sources connectées, puis ça tire trop de jus. Ça charge pas mon laptop, il y a bientôt plus de batterie. Mais autre que ça, on avait pas mal passé genre un bon 80-90% du sujet qu'on voulait vous parler. Merci à tous d'avoir été là, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. C'était l'épisode
On sait pas. En fait, c'est vrai, on a arrêté de nommer les épisodes parce qu'on les diffuse pas nécessairement en ordre chronologique, mais je pense qu'on est à peu près rendu dans une bonne vingtaine d'épisodes entre deux pubs. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci Julien d'avoir pris cette heure-là avec nous puis d'avoir fait des recherches pour nous autres, c'est gentil. Merci à toi de m'avoir proposé ce podcast, Jean-Philippe. Et comme tu dis là, place à la suite. Exact, place à la suite. On va vous revenir avec des articles de blog, avec des cas tests clients, avec juste la vraie vie de l'utiliser, puis on va tester Bard, ChatGPT, on va les mettre en parallèle. Ouais. On va essayer d'avancer avec ça. Notre communauté R&D AI va pouvoir se pencher là-dessus. Et voilà, on se retrouvera dans un prochain épisode dans deux pubs. Merci.